Tout s'est joué en à peine 4 minutes. Un laps de temps ridicule, et pourtant suffisant pour déclencher la pire tempête financière entre l'Europe et l'Amérique depuis 2 décennies. Quelques instants plus tôt, Donald Trump venait tout juste d'achever une nouvelle scène de moquerie publique contre la France, profitant de la récente dégradation de sa note par Fitch. Installé dans sa certitude triomphante, il observait Sébastien Lecornu avec ce rictus ironique qu'on lui connaît, persuadé d'avoir définitivement enterré la crédibilité économique française. Puis le scénario a basculé. Le premier ministre français s'est levé et a prononcé quelques phrases qui ont immédiatement fait vaciller Wall Street. Les écrans boursiers ont viré au rouge, les marchés se sont affolés. Ce n'était pas une simple joute verbale entre responsables politiques sur des chiffres budgétaires. C'était bien plus que cela. L'instant précis où Paris dévoilait ce qu'elle présentait comme les manipulations comptables les plus explosives jamais attribuées aux États-Unis. Mais pour mesurer la portée de ces 4 minutes qui allaient secouer l'économie mondiale, il faut remonter 3 semaines auparavant. Dans les couloirs feutrés et ultra-confidentiels de Bercy, Sébastien Lecornu venait alors de tomber sur une découverte qui allait bouleverser sa vision de la finance internationale. La réalité cachée de l'endettement américain. Un secret susceptible de faire vaciller tout l'édifice financier mondial. Le 20 septembre 2025, exactement à 14h30, une lumière douce d'automne enveloppait le bureau du premier ministre à Paris. À l'extérieur, le pays était encore secoué par des grèves massives déclenchées après l'annonce de sévères restrictions budgétaires. Mais derrière les portes closes de Matignon, l'atmosphère était tout autre. Sébastien Lecornu, concentré, parcourait une pile de dossiers classés confidentiels que Bruno Le Maire venait tout juste de déposer sur son bureau. Ces documents n'étaient pas de simples rapports économiques. Ils contenaient de quoi bouleverser sa compréhension de l'ordre financier mondial et peut-être offrir à la France un moyen inattendu de répondre à la suffisance américaine. Le ministre de l'Économie prit alors la parole, le ton grave. « Monsieur le Premier ministre, ce que vous avez devant vous va probablement vous sidérer. Nos équipes ont réussi à reconstituer les véritables chiffres de l'endettement américain. Les statistiques que Washington rend publiques ne représentent qu'une fraction de la réalité. » Lecornu releva la tête, visiblement surpris. « Vous êtes en train de me dire que... » Bruno Le Maire hocha lentement la tête. « Exactement. Les États-Unis dissimulent une montagne de dettes. Si l'on additionne tous les engagements cachés, on dépasse largement les 200% de leur PIB réel. Nous parlons sans doute de la manipulation comptable la plus gigantesque jamais observée. » Les dossiers parlaient d'eux-mêmes. Engagements hors bilan, obligations dissimulées, méthode comptable savamment arrangée. L'ironie était frappante. Tandis que Donald Trump ironisait publiquement sur la dette française, environ 110% du PIB, les chiffres réels suggéraient qu'outre-Atlantique, l'ardoise totale dépassait déjà les 50 000 milliards de dollars. Soit plus du double de la richesse produite par le pays. L'ampleur de la supercherie dépassait l'entendement. Ce qui apparaissait désormais n'était pas une simple irrégularité, mais quelque chose de bien plus vaste. Une hypocrisie à l'échelle mondiale. Et cette révélation n'avait rien d'un coup de chance. Depuis plusieurs mois déjà, les analystes économiques français menaient discrètement une investigation approfondie sur les finances américaines. Peu à peu, leurs soupçons s'étaient confirmés. Les chiffres officiels présentaient des incohérences troublantes, des zones d'ombre dans les budgets fédéraux, des engagements financiers surgissant dans certains rapports avant de disparaître dans les suivants comme par magie. Les anomalies s'accumulaient. Pierre Moscovici, ancien commissaire européen, avait d'ailleurs mis Lecornu en garde dès ses premiers jours à Matignon. « Sébastien, les Américains jouent avec leurs statistiques depuis l'époque de Nixon. Les éléments existent, les preuves aussi, mais personne n'a jamais eu le courage de les brandir. » Cette nuit-là, le sommeil fut impossible. Seul dans son bureau, Lecornu tournait en rond, obsédé par ce qu'il venait de découvrir. Le silence feutré de Matignon n'était interrompu que par le cliquetis régulier d'une vieille horloge Louis X, ponctuant ses pensées. Dans son esprit défilaient les images de dirigeants européens régulièrement sermonnés par Washington sur leur prétendue indiscipline budgétaire. Angela Merkel mise en difficulté lors de la crise grecque, Matteo Salvini tourné en dérision à propos de la dette italienne, Pedro Sanchez publiquement rappelé à l'ordre pour les déficits espagnols. Et puis il pensait à la France elle-même, souvent pointée du doigt par des agences de notation intimement liées à Wall Street.
Les avertissements répétés, les abaissements de notes en 2012, en 2016, en 2023, puis encore celui de Fitch en septembre. Toujours la même morale imposée, les mêmes leçons de discipline financière, les mêmes menaces implicites. Ce contraste devenait presque insupportable. Un pays qui donnait au monde des sermons sur la rigueur budgétaire, tout en dissimulant, en coulisses, ce qui pouvait bien être la plus gigantesque manipulation comptable jamais connue. Pourtant, ce que Sébastien Lecornu mit au jour cette nuit-là dépassait largement tout ce qu'il avait imaginé. Les dossiers étalés devant lui dessinaient les contours d'un mécanisme de dissimulation d'une ampleur presque irréelle. Chaque page révélait une nouvelle couche de dette soigneusement dissimulée. Les États fédérés américains auraient relégué près de 8 000 milliards de dollars dans des structures financières invisibles pour les bilans publics. Du côté du Pentagone, ce serait environ 12 000 milliards d'engagements militaires étalés sur 2 décennies qui n'apparaissaient nulle part dans les comptes officiels. À cela s'ajoutaient près de 14 000 milliards de promesses sociales non provisionnées dans le système de sécurité sociale. Les banques centrales régionales, elles, abriteraient environ 5 000 milliards d'actifs douteux. Et comme si cela ne suffisait pas, les grandes institutions de Wall Street auraient placé quelques 18 000 milliards de produits dérivés risqués dans divers paradis fiscaux. Lorsque tous ces éléments étaient additionnés, le résultat donnait le vertige. Environ 67 000 milliards de dollars d'endettement réel, soit près de 2,5 fois la richesse annuelle produite par les États-Unis. Presque 3 fois les chiffres publiquement reconnus. 5 jours plus tard, le 25 septembre, Lecornu convoqua en urgence les économistes et conseillers auxquels il accordait la plus grande confiance. La rencontre se déroula dans les discrets salons Napoléon, soigneusement à l'écart de toute oreille indiscrète. Autour de la table prirent place Bruno Le Maire, le gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Galhau, l'ancien ministre du Budget Jean Arthuis et l'experte en intelligence économique Patricia Miralles. La réunion commença dans une atmosphère lourde, presque électrique. Chacun autour de la table avait compris que ce qui venait d'être découvert dépassait un simple dossier économique. Lecornu prit la parole le premier, la voix ferme. « Mes amis, nous faisons face à quelque chose d'énorme. Depuis des décennies, les États-Unis maquillent la réalité de leurs dettes. Des dizaines de milliers de milliards d'engagements ont été dissimulés. Ce jeu d'illusions doit s'arrêter. » François Villeroy de Galhau fronça les sourcils, manifestement inquiet. « Sébastien, vous mesurez ce que cela signifie? Si ces informations deviennent publiques, c'est l'architecture financière mondiale qui vacille. Le dollar, les marchés, les banques centrales... Tout l'édifice hérité de Bretton Woods pourrait s'effondrer. » D'un geste calme mais catégorique, Lecornu coupa court. « François, cet édifice est déjà fissuré. Regardez autour de nous. Inflation incontrôlée, spéculation excessive, dette qui devient ingérable. L'effondrement viendra tôt ou tard. La seule question est simple. Voulons-nous le subir ou en reprendre le contrôle? » Jean Arthuis, fort de cette décennie d'expérience budgétaire, resta sceptique. « Sébastien, s'attaquer à la crédibilité américaine n'est pas un jeu. Il domine le dollar, le système SWIFT, les marchés de matières premières. Il pourrait nous briser économiquement. » Le regard de Lecornu se posa sur lui avec une détermination glaciale. « Jean, soyons lucides. Cette guerre économique est déjà en cours. Notre note est abaissée. Nos taux grimpent, notre industrie souffre et notre réputation est attaquée. Nous n'avons plus grand-chose à perdre, mais pour la première fois, nous avons peut-être les moyens de répondre. » Patricia Miralles rompit le silence et s'adressa directement au premier ministre. « Monsieur le Premier ministre, nos équipes ont décortiqué les méthodes utilisées pour masquer ces dettes. Chaque mécanisme est identifié. Chaque somme peut être retracée. Mais il faut être clair. Dévoiler tout cela reviendrait à ouvrir un véritable front économique contre Washington. » Lecornu esquissa un léger sourire avant de répondre. « Patricia, ce conflit existe déjà. Regardez ce qui se passe. Trump nous tourne en ridicule devant le monde entier, les agences de notation s'acharnent sur notre crédibilité et Wall Street n'hésite pas à parier contre notre économie. Nous n'allons rien inventer, simplement exposer les faits. Et la réalité est simple. La prétendue puissance américaine repose sur une illusion. » Les jours qui suivirent furent d'une intensité rare. Dans l'ombre, une équipe restreinte se mit à rassembler toutes les pièces du puzzle. Les dossiers s'empilaient, les preuves se consolidaient.
Les travaux se poursuivaient sans relâche, souvent jusque tard dans la nuit. François Bayrou, alors haut commissaire au plan, supervisait l'étude détaillée des données financières. De son côté, Agnès Pannier-Runacher examinait les conséquences possibles pour l'appareil industriel. Gérald Darmanin évaluait les répercussions potentielles sur les comptes publics. Plus les analyses avançaient, plus le tableau devenait vertigineux. Des dettes régionales déplacées dans des structures financières opaques, des dépenses militaires enfouies dans des budgets parallèles, des obligations sociales dissimulées derrière des réformes techniques, sans oublier des bulles spéculatives maquillées en croissance économique grâce à des manipulations statistiques savamment orchestrées. Les services de renseignement français venaient de réussir ce que beaucoup auraient jugé impossible. En silence et avec une précision chirurgicale, ils avaient pénétré les systèmes comptables du Trésor américain, exploré les bases de données de la Réserve fédérale et même capté certains échanges confidentiels entre les milieux financiers de Wall Street et les responsables à Washington. Les preuves accumulées formaient un dossier massif. Chiffres vérifiés, documents croisés, sources multiples. Rien ne pouvait être facilement contesté. Le 5 octobre, un premier moment révélateur survint. Lors d'une réunion virtuelle du G7, Donald Trump glissa une remarque ironique sur les finances françaises. Le cornu resta impassible. Aucun mot de riposte, juste un sourire discret, presque mystérieux. Ses conseillers, eux, comprirent immédiatement. Ils n'ignoraient pas l'attaque. Ils attendaient simplement le moment de frapper. 3 jours plus tard, le téléphone sonna à Matignon. Au bout du fil, Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. « Sébastien, certaines rumeurs circulent. Dis-moi que vous ne comptez pas faire ce que je crois. » Le cornu la coupa doucement. « Rassurez-vous, Christine, nous n'allons rien inventer. Nous allons seulement remettre les comptes à l'endroit. Après tout, la transparence financière n'est-elle pas précisément ce que les banques centrales prétendent défendre? » Le 10 octobre marqua le véritable point de bascule. Ce matin-là, Donald Trump publia sur les réseaux sociaux un message particulièrement cinglant visant la France. « La France est en faillite. Fitch vient de baisser sa note. Économie en déclin. Peut-être devrait-elle imiter le modèle américain au lieu de passer son temps à manifester. » Pathétique. Accompagné d'émojis sarcastiques, le message se propagea à une vitesse fulgurante. 50 millions de vues en à peine 2 heures. Aux yeux du monde entier, la France était tournée en dérision, son gouvernement ridiculisé et son peuple ouvertement méprisé. Les marchés réagirent aussitôt. Les actions françaises plongèrent, l'euro recula brutalement et les taux d'emprunt s'envolèrent. Pour le cornu, cette humiliation publique fut l'étincelle de trop. Depuis des mois, il encaissait critiques et provocations. Mais cette fois, la limite venait d'être franchie. Moins d'une heure après la publication du tweet, Matignon annonçait une conférence de presse exceptionnelle. L'heure était fixée, 16 heures précises. Peu après, le service de communication de Matignon diffusa un message, bref mais intriguant aux rédactions du monde entier. Le Premier ministre s'exprimera cet après-midi sur la situation économique internationale. Déclaration exceptionnelle à 16 heures précises dans la salle des fêtes de Matignon. L'annonce déclencha immédiatement une agitation frénétique dans les médias. En quelques minutes, les grandes agences et journaux internationaux dépêchèrent leurs équipes. Reuters, Associated Press, AFP, Bloomberg, le Financial Times, le Wall Street Journal, tous convergèrent vers Matignon. La plupart des correspondants pensaient assister à une simple riposte du gouvernement français au sarcasme de Donald Trump. Ils imaginaient une réponse prudente, peut-être défensive. Aucun d'entre eux ne soupçonnait qu'ils allaient assister à un moment qui pourrait ébranler la légende de la puissance économique américaine. À 15h30, dans une pièce adjacente, le cornu échangea une dernière fois avec son équipe. « Tout est prêt? » Un conseiller répondit immédiatement. « Oui, monsieur le Premier ministre. Les dossiers sont organisés, chaque preuve a été vérifiée, les versions traduites sont prêtes. Nos ambassades ont été informées, ainsi que nos partenaires européens. » À l'instant exact de 16 heures, les portes de la salle s'ouvrirent. Le cornu entra face aux caméras venues du monde entier. Costume sombre impeccable, cravate bleue sobre, une imposante pile de documents serrés dans la main. Son expression était ferme, presque glaciale. Rien à voir avec le portrait du dirigeant affaibli que Trump tentait de diffuser depuis le matin. Lorsque le silence se fit enfin dans la salle comble, le cornu prit la parole d'une voix calme et parfaitement maîtrisée. « Mesdames et messieurs, depuis ce matin, le président Trump s'amuse à commenter l'état de l'économie française sur les réseaux sociaux.
Il nous prodigue généreusement des leçons de discipline budgétaire et nous conseille même d'imiter le modèle américain. Il s'interrompit quelques secondes, laissant la tension monter dans la pièce. Permettez-moi donc de lui répondre. Non pas avec des slogans, mais avec des chiffres vérifiables. Lentement, presque avec une précision théâtrale, il ouvrit le premier dossier posé devant lui. Selon les données officielles publiées par Washington, la dette fédérale américaine s'élève à environ 33 000 milliards de dollars. Un bref silence suivit. Puis le cornu poursuivit sans changer de ton. Mais si l'on inclut l'ensemble des engagements dissimulés que nos équipes ont identifiés, la réalité est tout autre. Environ 67 000 milliards de dollars. La phrase résonna dans la salle comme une déflagration. Les journalistes échangèrent des regards stupéfaits. Le Cornu conclut calmement. Cela représente environ 247% du produit intérieur brut réel des États-Unis, contre environ 110% pour la France. Alors je pose simplement la question. Qui devrait vraiment donner des leçons à qui, M. Trump? La réaction ne se fit pas attendre. Aux quatre coins du globe, les salles de rédaction s'embrasèrent. Les téléphones vibraient, les écrans s'illuminaient, les rédacteurs appelaient leurs experts en urgence. À Londres, les analystes du Financial Times furent mobilisés immédiatement. À New York, Bloomberg mit ses cellules de crise en alerte. À Francfort, les équipes de Reuters lançaient déjà leurs modèles pour mesurer l'onde de choc. Mais sur l'estrade de Matignon, le Cornu ne faisait que commencer. Il sortit calmement un autre dossier et reprit la parole. Regardons de plus près ces 67 000 milliards que Washington préfère oublier. Il marqua une pause avant d'énumérer. Les États fédérés américains ont transféré environ 8 000 milliards de dettes dans des structures financières invisibles pour les bilans publics. Prenons quelques exemples. Près de 800 milliards au Texas, environ 1200 milliards en Californie et près de 900 milliards dans l'État de New York. Puis il ajouta avec une pointe d'ironie froide. Pendant que certains responsables américains donnent à l'Europe des leçons de discipline budgétaire, leur propre compte repose sur une créativité comptable remarquable. Dans la salle, l'effet fut comparable à une secousse sismique. Les journalistes américains présents griffonnaient frénétiquement dans leurs carnets. Peu à peu, il comprenait que le premier ministre français ne lançait pas des accusations vagues. Il avançait des chiffres précis et des éléments vérifiables. Le Cornu poursuivit sans ralentir, imperturbable. Passons maintenant aux engagements militaires. Selon nos analyses, près de 12 000 milliards de dollars de dépenses liées au Pentagone sur 20 ans ne figurent dans aucun bilan public. Il énuméra froidement. Programme d'armement confidentiel, installations militaires non déclarées, opérations clandestines à l'étranger, sociétés militaires privées employées dans l'ombre. Autant d'éléments qui n'apparaissent jamais dans les budgets soumis au Congrès américain. Il leva brièvement les dossiers devant lui. Nous disposons des contrats, nous avons les documents et même les factures. Un journaliste du Washington Post tenta d'intervenir en levant la main. Le Cornu ne lui accorda pas un regard. Cette conférence n'était pas un débat. Il ouvrit ensuite un troisième dossier. Examinons maintenant les engagements sociaux. Selon nos calculs, environ 14 000 milliards de dollars d'obligations non financées se cachent dans le système de sécurité sociale américain. Il précisa « Des retraites promises mais jamais provisionnées. Des soins médicaux garantis sans financement réel. Des prestations engagées sans aucune couverture budgétaire. » Puis, avec une ironie parfaitement maîtrisée, il conclut « Pendant que le président Trump critique notre système de retraite, les comptes sociaux américains dissimulent un déficit colossal de 14 000 milliards. » Les caméras capturaient chaque détail. Ses gestes mesurés, ses pauses calculées, son ton parfaitement maîtrisé. Le Cornu apparaissait calme, presque clinique. Rien ne rappelait l'image d'un dirigeant fragilisé que certains tentaient de diffuser. Sans changer de ton, le Cornu poursuivit son inventaire implacable. Parlons maintenant des actifs douteux dissimulés par certaines banques centrales régionales américaines. Environ 5 000 milliards de dollars. Il consulta brièvement ses notes avant de détailler. La branche new-yorkaise de la Réserve fédérale porterait à elle seule près de 1 800 milliards de créances toxiques. À Chicago, l'exposition atteindrait environ 900 milliards. Quant à la Fed de San Francisco, elle dissimulerait près de 1 200 milliards supplémentaires. Puis il lança avec une ironie glaciale. Depuis la crise financière de 2008, ces actifs problématiques n'ont pas été réellement assainis. Ils ont simplement été déplacés hors du regard public.
pendant que l'on continue à donner au reste du monde des leçons de supervision bancaire. Dans la salle, plusieurs journalistes spécialisés dans la finance échangèrent des regards stupéfaits. Si ces chiffres étaient exacts, l'ampleur du scandale dépasserait tout ce que l'on avait vu depuis l'affaire Enron. Mais le Cornu n'avait pas encore terminé. Il souleva un dossier beaucoup plus volumineux. Et voici probablement la pièce la plus spectaculaire du puzzle. Les produits dérivés à haut risque que certaines institutions de Wall Street auraient dissimulés dans divers paradis fiscaux. Il marqua une pause avant d'annoncer le chiffre. Environ 18 000 milliards de dollars. Puis il cita quelques exemples. Goldman Sachs détiendrait près de 3 000 milliards aux îles Caïmans. JP Morgan aurait transféré environ 2 000 milliards au Delaware. Bank of America, pour sa part, disposerait d'environ 2 200 milliards logés au Luxembourg. Il conclut d'une voix calme. Les instruments financiers qui avaient presque provoqué l'effondrement du système mondial en 2008 n'ont pas disparu. Ils ont simplement été déplacés et dissimulés. La somme totale évoquée donnait le vertige. Au total, 67 000 milliards de dollars d'obligations cachées, soit environ 247 % du produit intérieur brut américain. Et malgré cela, le président Trump trouve encore le moyen de tourner en dérision les 110 % de dette française. À peine les derniers chiffres avaient-ils été prononcés que l'inimaginable se produisit. Les marchés américains, qui venaient tout juste d'ouvrir à New York, commencèrent à vaciller. En quelques instants, les écrans boursiers passèrent au rouge. L'indice Dow Jones abandonnait déjà plusieurs centaines de points et poursuivait sa chute. Le Nasdaq reculait brutalement d'environ 3 %. Quant au dollar, il se dépréciait face à presque toutes les grandes monnaies. Sous les objectifs des caméras internationales, Wall Street semblait découvrir une chose inattendue. Quelqu'un osait enfin remettre en question le récit officiel sur la solidité de l'économie américaine. Et ce que cette personne révélait était tout sauf rassurant. Mais le Cornu n'avait visiblement pas l'intention de s'arrêter là. Il posa un nouveau dossier sur le pupitre, encore plus volumineux que les précédents. Vous vous demandez peut-être pourquoi, malgré un endettement réel approchant les 67 000 milliards de dollars, aucune grande agence de notation n'a sérieusement sanctionné les États-Unis. Son ton se fit plus incisif. La raison est simple. Standard & Poor's, Moody's et Fitch sont étroitement liés à des intérêts américains. Leur système de notation favorise l'économie américaine, tout en se montrant bien plus sévère envers ses concurrents européens. Il ouvrit le dossier et se mit à lire méthodiquement. Standard & Poor's, environ 56 % de son chiffre d'affaires provient du marché américain. Près de 73 % de ses actionnaires sont américains et 8 de ses 12 principaux dirigeants ont travaillé auparavant pour le Trésor des États-Unis. Il poursuivit. Moody's, environ 61 % de revenus liés aux États-Unis, près de 79 % d'actionnaires américains et 9 dirigeants sur 13 issus du secteur financier de Wall Street. Puis va le tour de Fitch. Environ 52 % de ses revenus proviennent des États-Unis. 68 % de ses actionnaires sont américains et 7 dirigeants sur 11 sont d'anciens banquiers new-yorkais. Les chiffres étaient précis, vérifiables, presque implacables. Tout indiquait que le Cornu n'improvisait rien. Chaque affirmation semblait s'appuyer sur une enquête minutieuse et des documents soigneusement compilés. Ce n'était plus une simple critique. C'était une mise en accusation directe de l'architecture même du système financier international. Le Cornu poursuivit, le ton désormais plus tranchant. Ces agences de notation ne sont pas de simples observateurs neutres. Elles fonctionnent comme des relais de la stratégie économique américaine. Lorsque Washington le décide, l'Europe est sanctionnée. Lorsque les États-Unis vacillent, elle détourne le regard. Il laissa planer un court silence avant d'ajouter. Depuis 2020, regardez les chiffres. 17 abaissements de notes visant des pays européens et aucune sanction contre les États-Unis, malgré un endettement réel qui dépasse 247 % de leur produit intérieur brut. Cette accusation eut l'effet d'une nouvelle onde de choc. Les investisseurs commencèrent soudain à remettre en question tout l'édifice des notations financières. Si les évaluations étaient biaisées depuis des années, alors les repères du marché devenaient soudain incertains. Les conséquences furent immédiates. Les obligations françaises se redressèrent brutalement, tandis que les titres américains perdaient de la valeur. En moins d'un quart d'heure, les flux financiers semblaient changer de direction. Le Cornu poursuivit d'une voix de plus en plus ferme. Si l'on appliquait aux États-Unis les mêmes critères qu'ils exigent des autres, leur notation ne serait probablement pas AAA,
mais plutôt autour de CCC. Il enchaîna aussitôt. Quant à la France, évaluée avec les mêmes règles que celles qu'on applique aux États-Unis, sa note resterait proche de AA+. Pendant des décennies, on a voulu faire croire que l'économie américaine était irréprochable, alors que sa situation réelle est beaucoup plus fragile. À New York, la réaction des marchés fut brutale. Dans les salles de trading, la tension monta d'un cran. Les opérateurs liquidaient des actifs américains et se repositionnaient sur l'Europe. Les fonds spéculatifs réduisaient leur exposition au dollar, tandis que certaines banques centrales commençaient à céder leurs obligations du Trésor américain. En à peine 30 minutes, près de 2000 milliards de dollars de capitalisation boursière s'étaient déjà évaporés aux États-Unis. À Washington, dans la salle de crise de la Maison-Blanche, Donald Trump et son équipe suivaient la situation en direct sur les écrans. Le président américain, le visage fermé, serrait les poings. Autour de lui, ses conseillers économiques, Steven Mnuchin, Larry Kudlow et Janet Yellen, semblaient stupéfaits. Jamais, dans l'histoire économique récente, un dirigeant étranger n'avait publiquement exposé avec autant de détails ce qui était présenté comme les failles du système comptable américain. Du point de vue de Washington, le cornu venait de franchir une ligne rouge. À ce moment-là, le cornu avait déjà exposé l'essentiel. Des chiffres détaillés, des documents précis et une accusation difficile à contester. Puis il leva les yeux vers la caméra principale, comme s'il s'adressait directement à Washington. « Monsieur le président Trump, déclara-t-il avec calme, la prochaine fois que vous envisagerez de tourner la France en dérision sur Twitter, souvenez-vous d'une chose. Nous connaissons parfaitement les coulisses de vos comptes publics. » Il poursuivit sans hausser la voix. « Notre dette, environ 110% de notre produit intérieur brut, est publique, vérifiable et discutée ouvertement. La vôtre, qui atteint près de 247%, repose sur des engagements dissimulés et des mécanismes comptables soigneusement cachés. » Puis il conclut en regardant droit dans l'objectif. « Alors, je pose simplement la question devant les caméras du monde entier. Qui est réellement en difficulté financière? Un pays qui expose ses chiffres ou un autre qui dissimule les siens? » La phrase, prononcée avec une froideur calculée, eut l'effet d'un choc supplémentaire. Dans les minutes suivantes, les marchés continuèrent de vaciller. Le dollar glissa à des niveaux historiquement faibles face à l'euro. Les taux d'emprunt américains s'envolèrent, tandis que ceux de la France reculaient nettement. L'équilibre semblait s'inverser de manière spectaculaire. Mais le cornu n'en avait pas terminé. Il gardait encore une dernière remarque, la plus incisive. Un léger sourire apparut sur son visage. Puisque le président Trump semble apprécier les conseils économiques sur Twitter, permettez-moi d'en offrir un à mon tour. Il marqua une pause avant d'ajouter, avec une ironie parfaitement maîtrisée. Avant de critiquer un pays où les citoyens descendent dans la rue pour défendre leurs services publics, il serait peut-être utile de se demander pourquoi la première puissance mondiale peine à financer les soins de santé, l'éducation de ses enfants ou l'entretien de ses infrastructures, alors même que 67 000 milliards de dollars d'engagement restent dissimulés dans ses comptes. Puis il conclut calmement. « Nous assumons publiquement nos difficultés. Les vôtres, vous les cachez. » Cette remarque fut la dernière étincelle. À la clôture de la séance, les marchés américains étaient en chute libre. Wall Street avait perdu près de 18% de sa valeur, une baisse comparable au plus grand choc boursier du siècle. Le dollar poursuivait sa dégringolade et les taux américains avaient pratiquement doublé en une seule journée. L'économie mondiale semblait entrer dans une nouvelle phase. Les grandes figures de l'investissement commencèrent immédiatement à réagir. Certains fonds se délestaient d'actifs américains pour se repositionner ailleurs. Des investisseurs institutionnels reconsidéraient leur portefeuille. Dans les heures qui suivirent, plusieurs acteurs majeurs des marchés financiers mondiaux demandèrent des clarifications à Washington. Certaines banques centrales réévaluèrent leurs achats de titres américains, tandis que plusieurs fonds souverains annoncèrent revoir leur exposition aux actifs libellés en dollars. Partout, la même question circulait désormais. Quelle était la véritable situation des comptes américains après les révélations évoquant ces 67 000 milliards de dollars? Le lendemain, dès l'aube du 11 octobre, Donald Trump tenta de reprendre la main. À partir de 6 heures du matin, une série de messages furieux apparut sur ses réseaux sociaux. Le cornument. Fake news. Les finances américaines sont solides, les meilleures au monde. La France est jalouse de notre réussite. Premier ministre pathétique d'un pays en déclin. L'Europe s'écroule, pas l'Amérique. Propagande française. Mais cette fois, la stratégie semblait inefficace. Les marchés ne réagirent pas comme ils l'espéraient.
Au contraire, chaque nouveau message semblait amplifier la nervosité des investisseurs. Les opérateurs interprétaient cette avalanche de tweets comme un signe d'inquiétude plutôt que comme une démonstration de confiance. Plus Trump démentait, plus les soupçons se renforçaient. Vers 10 heures, le président américain n'eut d'autre choix que de convoquer une conférence de presse d'urgence afin de tenter de rassurer l'opinion et les marchés. Devant les caméras, cependant, son discours manquait de précision. « Les comptes américains sont parfaits, tout le monde le sait. Nous avons l'économie la plus forte du monde, répétait-il. Ces 33 000 milliards de dettes, ce n'est rien pour une nation comme la nôtre. Nous sommes incroyablement riches. » La tension monta lorsqu'un journaliste de CNN posa une question directe. « Monsieur le Président, pouvez-vous confirmer ou infirmer le chiffre de 67 000 milliards de dollars évoqué par le premier ministre français? » Trump réagit vivement. « Fake news. Le cornu ment. Il est jaloux. C'est l'économie française qui s'effondre, pas la nôtre. » Mais il ne présenta ni données précises, ni explications détaillées, ni documents capables de contredire les accusations. Face à la précision méthodique de l'intervention française, ses réponses semblaient improvisées et peu convaincantes. La tentative de conférence de presse eut l'effet inverse de celui espéré. La méfiance s'accentua encore. Les marchés poursuivirent leur chute, le dollar perdit environ 3% supplémentaires et les taux d'intérêt américains continuèrent de grimper. Peu à peu, l'économie américaine semblait entrer dans une spirale de défiance difficile à enrayer. Le 12 octobre, à peine 48 heures après les révélations venues de Paris, un événement que peu d'analystes auraient imaginé se produisit. Standard & Poor's, pourtant l'une des grandes agences américaines de notation, annonçant qu'elle allait réexaminer la qualité de la dette souveraine des États-Unis. Officiellement, cette décision était motivée par de nouvelles données concernant l'endettement fédéral et l'ampleur réelle des engagements non inscrits dans les comptes publics. Jamais auparavant, une institution de notation américaine n'avait laissé entendre publiquement que l'évaluation de la dette américaine pouvait avoir été trop indulgente. L'annonce eut l'effet d'un séisme financier. Si même les agences traditionnellement proches de Washington commençaient à douter, c'est que la situation devait être bien plus grave qu'on ne l'avait admis. Les derniers investisseurs encore hésitants commencèrent alors à réduire massivement leur exposition au dollar. La livre sterling, l'euro, le yuan et le yen se renforçaient rapidement face à la devise américaine. En France, la réaction fut diamétralement opposée. Les révélations de Le Cornu avaient, en quelques jours, transformé l'image financière du pays. La crédibilité de Paris semblait soudain renforcée. Fitch annonça qu'elle réévaluerait sa récente décision de dégrader la note française, soulignant la transparence remarquable des comptes publics français comparée aux pratiques révélées ailleurs. De son côté, Moody's évoqua la possibilité de relèvement de la note, mettant en avant le rôle joué par la France dans la promotion d'une plus grande honnêteté financière. En l'espace d'une semaine, la perception internationale s'était inversée. Hier encore présenté comme un élève budgétaire fragile, le pays apparaissait désormais comme un exemple de transparence comptable. Cette transformation eut aussi des conséquences politiques immédiates. Les mouvements sociaux qui paralysaient le pays depuis des semaines cessèrent presque du jour au lendemain. Syndicats, opposants et manifestants prirent conscience que l'action du premier ministre avait profondément changé la situation. Philippe Martinez, dirigeant de la CGT, déclara publiquement « Nous suspendons nos mobilisations. Le Cornu vient de rendre à la France une part de sa dignité. » Pour la première fois depuis longtemps, une forme d'unité nationale semblait émerger. Les enquêtes d'opinion enregistrèrent un soutien spectaculaire, près de 89% d'avis favorables pour le premier ministre, un niveau jamais atteint sous la Ve République. Le 15 octobre, 5 jours après le séisme provoqué par les révélations françaises, Donald Trump se retrouva dans une position particulièrement inconfortable. Sous la pression combinée des marchés financiers, du Congrès américain, de la Réserve fédérale et de plusieurs partenaires internationaux, la Maison-Blanche dut publier un document budgétaire exceptionnel. Dans ce texte, l'administration reconnaissait l'existence d'environ 15 000 milliards de dollars d'engagements supplémentaires qui n'avaient jamais été intégrés dans les comptes fédéraux officiels. Cette admission partielle fit l'effet d'un coup de tonnerre. Elle validait au moins en partie les accusations formulées par Paris et fragilisait sérieusement la position du président américain. Mais sur le plan stratégique, cette concession se révéla encore plus dangereuse. En admettant qu'une somme aussi gigantesque avait été omise, Washington ouvrait la porte à une question évidente. Si 15 000 milliards avaient été dissimulés, qu'en était-il du reste? Sébastien Le Cornu ne laissa pas passer l'occasion.
Le soir même, il convoqua une nouvelle conférence de presse à Matignon. Le président Trump vient de reconnaître l'existence de 15 000 milliards de dettes non déclarées, déclara-t-il. C'est un début de transparence. Mais nos analyses montrent qu'il reste encore environ 52 000 milliards d'engagements non révélés. Nous disposons des preuves et des documents correspondants. Tant que l'ensemble des comptes réels ne sera pas publié, la confiance des marchés internationaux ne pourra pas être rétablie. Cette nouvelle confrontation accentua la pression sur Washington. Les tensions financières s'aggravèrent et l'économie américaine entra dans une phase critique. Le 20 octobre, face à la colère d'une opinion publique choquée d'apprendre que certaines informations financières avaient été dissimulées pendant des années, le Congrès adopta en urgence une loi baptisée Truth in Government Accounting Act. Ce texte imposait à l'administration américaine de publier l'ensemble des engagements financiers, fédéraux, étatiques et para-étatiques, sous peine de déclencher une procédure de destitution. Coincé politiquement et financièrement, Donald Trump n'avait plus vraiment de marge de manœuvre. La transparence totale devenait désormais inévitable. Finalement, le 1er novembre 2025, exactement 3 semaines après les premières révélations de Le Cornu, l'administration américaine rendit public des états financiers complets, censés présenter l'intégralité de ses engagements budgétaires. Lorsque le rapport officiel fut enfin rendu public, son épaisseur seule, près de 300 pages, laissait déjà deviner l'ampleur du problème. Mais ce sont surtout les chiffres qui frappèrent les esprits. La dette totale atteignait environ 71 000 milliards de dollars, soit près de 263 % du produit intérieur brut américain. Ironie de l'histoire, les estimations françaises, qui avaient déjà provoqué un choc mondial, s'avéraient en réalité encore en dessous de la situation réelle. Cette publication marqua un tournant historique. L'image de toute puissance financière associée aux États-Unis se fissura brutalement. Les agences de notation réagirent presque immédiatement. Standard & Poor's annonça une dégradation spectaculaire. La note américaine passait de AAA à BB-, une chute de 6 niveaux d'un seul coup, justifiée par des irrégularités comptables majeures et un niveau d'endettement jugé insoutenable. Moody's prit rapidement une décision comparable, abaissant la note de AAA à BB+. Fitch confirma la tendance avec une évaluation BB. Pour la première fois dans l'histoire économique moderne, les États-Unis perdaient simultanément leur note maximale et leur statut de référence incontesté du système financier mondial. Pendant ce temps, la situation française évoluait dans la direction opposée. Les agences de notation soulignèrent la transparence des comptes publics français et saluèrent ce qu'elles décrivaient comme un exemple de rigueur et de clarté budgétaire. Standard & Poor's releva la note de la France de A+ à AA+, bientôt imitée par Moody's et Fitch. En l'espace d'un mois, la hiérarchie semblait complètement inversée. La France progressait vers les meilleures évaluations, tandis que les États-Unis glissaient vers des niveaux bien plus fragiles. L'hiver 2025 à 2026 confirma que l'ordre financier mondial entrait dans une nouvelle phase. Le rôle du dollar comme principale monnaie de réserve commença progressivement à s'éroder au profit d'un système plus diversifié incluant l'euro, le yuan, la livre sterling et même l'or. Dans de nombreuses banques centrales, la part des réserves en dollars fut réduite au profit d'autres actifs. Washington découvrait alors ce que signifiait financer sa dette sans bénéficier de la confiance quasi automatique dont il avait longtemps profité. La figure de Sébastien Le Cornu, quant à elle, prit une dimension internationale. En décembre 2025, plusieurs publications majeures lui attribuèrent des distinctions symboliques. Personnalité économique de l'année pour le Financial Times, personne de l'année selon Time Magazine et champion de la transparence financière mondiale pour The Economist. Le Wall Street Journal résuma la situation dans un titre devenu célèbre. L'homme qui a dévoilé la plus grande vérité économique de notre époque. Le premier ministre français apparaissait désormais comme le visage d'une nouvelle exigence de transparence face aux pratiques contestées de Washington. Le 31 décembre 2025, lors de son discours de fin d'année devant les Français, Le Cornu conclut par un message qui marqua les esprits. Il y a 3 mois à peine, la France était publiquement moquée pour son niveau d'endettement. Aujourd'hui, les États-Unis sont notés BB après la révélation d'une dette équivalente à 263 % de leur économie, tandis que notre pays retrouve une note AA+ grâce à la clarté de ses comptes.
La vérité a fini par s'imposer. Le Corneau termina son discours par une phrase qui allait rester gravée dans les annales. Le temps des artifices comptables venus d'Amérique touche à sa fin. Une nouvelle ère commence, celle d'une transparence financière mondiale. Et cette transparence, mes chers compatriotes, s'exprime aujourd'hui en français. Lorsque l'année 2026 débuta, le paysage économique international semblait profondément bouleversé. Les États-Unis n'étaient plus perçus comme l'autorité incontestée du système financier mondial. Ils apparaissaient désormais comme une économie lourdement endettée, soumise, comme les autres, aux exigences de clarté et de responsabilité budgétaire. À l'inverse, la France avait retrouvé une position inattendue, celle d'un pays présenté comme un modèle de rigueur, de sincérité comptable et de leadership moral sur la scène économique. Aujourd'hui encore, lorsque les historiens analysent la fin de la domination absolue du dollar et l'émergence d'un système monétaire plus multipolaire, ils reviennent toujours au même instant précis. Le 10 octobre 2025, à 16h, dans la salle des fêtes de Matignon. Ce jour-là, un premier ministre français, âgé de 39 ans, se leva devant les caméras venues du monde entier et prononça une phrase qui allait faire trembler les marchés. La dette réelle des États-Unis s'élève à 67 000 milliards de dollars, soit environ 247 % de leur produit intérieur brut. À partir de cet instant, le récit économique dominant commença à se fissurer. Certains diront que ce moment a marqué la fin de décennies d'opacité financière. D'autres y verront le début d'un nouvel équilibre mondial. Mais une chose reste certaine. En l'espace de quelques minutes seulement, une déclaration venue de Paris avait ébranlé Wall Street et défié l'arrogance politique de Washington. 4 minutes qui ont changé la perception du système financier mondial. 4 minutes qui ont transformé Sébastien Lecornu en figure historique, celle d'un dirigeant ayant osé contester la légende de la puissance financière américaine. Quant à Donald Trump, cet épisode restera probablement comme l'un des moments les plus controversés de son héritage politique. Contraint de reconnaître des dizaines de milliers de milliards de dollars d'engagements cachés et confronté à une crise de crédibilité internationale, il restera associé à une période où l'image économique des États-Unis fut profondément remise en question. Pour beaucoup d'observateurs, la leçon de cet épisode dépasse les rivalités nationales. Elle rappelle que, tôt ou tard, les chiffres finissent toujours par parler.